Jack Lang qui nous rejoint et qui accepte donc de s'exprimer devant nous. J'ai connu Jeffrey Epstein. C'est Caroline Lang qui nous rejoint à présent. La liste des noms éclaboussés par l'affaire Epstein est interminable. La cancel culture va finir en burn-out. A-t-on vocation à être ministre? C'est un moment provisoire dans une vie elle-même provisoire. Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des personnalités et des événements marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Et aujourd'hui, on revient sur une personnalité qui est justement en plein cœur de l'actualité, Jack Lang. Jack Lang est un nom qui revient fort dans l'actualité en ce moment à la faveur des révélations de Mediapart sur les liens économiques et affectifs qu'il entretenait, mais également sa fille, avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. Mais bien sûr, Jack Lang ce n'est pas que ça, et du coup dans cette vidéo, je vais m'efforcer de revenir sur le parcours de Jack Lang, l'impact qu'il a eu sur la société française en tant que ministre, mais aussi ses liens bizarres et très flous avec des affaires de pédocriminalité. L'environnement social de Jack Lang n'est pas très différent de beaucoup d'autres personnes s'étant par la suite lancées en politique en France dans la seconde moitié du XXe siècle. Il est le fils d'un directeur commercial, donc il grandit dans un milieu très aisé, et ses parents sont tous les deux proches ou membres des francs-maçons, donc ils sont tous les deux plutôt politisés. Bien que fils d'un père juif, lui et sa famille échappent aux déportations des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'exception de sa grand-mère, résistante, qui est arrêtée, déportée et assassinée en 1945 dans les dernières semaines de la guerre. À l'issue de ses études, il devient docteur en droit public et il enseigne à l'université de Nancy, puis à celle de Nanterre. Il arrive quand, Epstein? C'est pas encore maintenant. À côté du droit, Jack Lang se crée rapidement des liens à l'âge adulte avec la sphère culturelle. Il suit une formation de comédien au Conservatoire d'art dramatique de Nancy, crée la troupe du théâtre universitaire de Nancy dans laquelle il joue des pièces politiquement engagées, puis crée en 1961 le Festival international de théâtre universitaire qui acquiert une renommée en dehors des frontières de la France. Politiquement, avant d'accéder aux responsabilités, Jack Lang s'oriente vers la gauche à la suite de son père, qui était un proche du Parti radical. D'abord soutien de Pierre Mendès France, il est membre du dit Parti radical, puis le quitte en même temps que Mendès France pour rejoindre le Parti socialiste unifié de Michel Rocard. Proche de l'entourage de Mendès France, puis de celui de Michel Rocard, c'est presque logiquement qu'il se rapproche de François Mitterrand au début des années 70. Engagé auprès de Mitterrand en 1974, c'est finalement en 1977 qu'il accepte d'entrer au Parti socialiste, dont il devient le secrétaire national à la culture 2 ans plus tard. La mission dont il est chargé, c'est de rapprocher le Parti socialiste des milieux créatifs, qui était alors plus proche du Parti communiste. Jack Lang devient donc l'un des nombreux maillons de la chaîne de l'absorption de l'électorat communiste par le Parti socialiste dans la seconde moitié des années 70. Et c'est l'année même de son entrée au Parti socialiste que Jack Lang fait une action qui le poursuit pendant longtemps, soutenir des pédocriminels. En 1977 éclate l'affaire de Versailles, au cours de laquelle 3 adultes sont condamnés pour avoir eu des rapports sexuels avec des adolescents et des adolescentes âgés de 13 et 14 ans. Ils sont finalement condamnés à des peines de prison, mais reçoivent étrangement le soutien d'un certain nombre de personnalités médiatiques, parmi lesquelles on retrouve, quelle surprise, Gabriel Matzneff, mais aussi d'autres comme le journal Rouge lié à la Ligue communiste révolutionnaire, et, vous l'aurez compris, Jack Lang. Parce que dans les années 70 et dans les suites de mai 68, certains militants s'étaient mis dans l'idée que la libération sexuelle devait également inclure la pédophilie, et que les rapports sexuels entre des adultes et des enfants ne devraient plus être criminalisés. Quant à la capacité d'un enfant ou d'un adolescent à fournir un consentement libre et éclairé face à un adulte en position d'autorité, visiblement on s'en moquait. Alors par la suite, Jack Lang, comme la plupart des signataires d'ailleurs, a renié publiquement cette pétition, arguant qu'il avait fait une connerie, qu'il s'était fait avoir, etc. Mais ça n'a pas empêché cette signature de lui coller à la peau. Malgré tout, à cette époque, ça n'entrave aucunement sa carrière politique qui vient juste de commencer. Quand on retrace la jeunesse de Jack Lang, on fait donc le portrait d'un homme issu d'un milieu très aisé, qui a eu accès à de hautes études et s'est construit un réseau dans les milieux culturels qui lui ont permis d'accéder à des postes de direction et de se rapprocher du monde politique.
Étant à la fois influent dans le monde culturel et dans le monde politique, il utilise ces deux casquettes pour se faire nommer ministre de la Culture suite à la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981. Sa nomination est d'autant plus logique qu'il se retrouvait dans le programme de Mitterrand en matière culturelle. En 1975, Jack Lang dénonçait déjà dans un colloque le sous-développement culturel français. Et Mitterrand promettait d'investir bien davantage dans la culture. Parmi les 110 propositions pour la France qui étaient présentes dans le programme de Mitterrand, il se voit particulièrement rattaché aux propositions 97, 98, 99 et 100. Et c'est pas pour rien, Jack Lang n'a pas seulement soutenu le programme culturel de Mitterrand, il l'a aussi en grande partie impulsé, en reprenant à son compte un grand nombre de revendications du monde culturel de cette époque. L'objectif de Mitterrand, affiché durant la campagne présidentielle, est de développer de manière bien plus massive le secteur culturel par le biais d'un soutien financier et matériel de l'État. Le soutien de l'État à la culture existait déjà avant Jack Lang et François Mitterrand. Il avait notamment été impulsé sous la Ve République par André Malraux, ministre de la Culture du général de Gaulle. Mais dans un contexte de mondialisation, avec la popularisation des œuvres américaines qui viennent concurrencer les œuvres françaises dans le monde du cinéma, mais aussi de libéralisation avec la fin du monopole public sur la télé et la radio, ce soutien commençait à montrer ses limites. L'arrivée de la gauche au pouvoir et celle de Lang au ministère de la Culture marquent une rupture radicale. Le ministère de la Culture, qui avait justement été créé par André Malraux, poursuivait une mission de démocratisation de l'accès à la culture. Jack Lang, en tant que ministre, l'appréhende de manière assez différente de ses prédécesseurs, parce qu'il voit la démocratisation de la culture aussi sous un angle de potentiel économique. Et il arrive quand, Epstein? Non, c'est toujours pas maintenant, même si ça va être utile pour plus tard. Dès son arrivée au ministère de la Culture, Jack Lang voit le budget de ce même ministère exploser pour lui donner les moyens de ses ambitions. La particularité de Lang est aussi de mettre en avant un certain nombre d'arts qui étaient assez dévalorisés jusque-là. Il élargit l'intervention de l'État à des friches de la culture encore assez mal considérées par l'élite culturelle très bourgeoise. C'est le cas de la bande dessinée, du rock, du rap, du tag aussi, et quelques années plus tard, il parle de la culture comme de l'industrie des biens immatériels. L'augmentation exponentielle du budget de la culture, impulsée par François Mitterrand et Jack Lang, touche tous les domaines. Valorisation des monuments historiques, création de la fête de la musique en 1982, puis des journées du patrimoine en 1984, création des zéniths, multiplication des chaînes de télévision. Jack Lang ne se contente pas d'accompagner les évolutions du monde de la culture, mais son ministère les impulse et les soutient. Son ministère tient aussi à valoriser la culture française, pas au sens d'une culture nationaliste et refermée sur elle-même, mais plutôt au sens de la culture qui se fait en France. Parce que la vision du PS de la culture à cette époque est assez large et se voit notamment dans les célébrations du bicentenaire de la Révolution, des célébrations multiculturelles qui ne parlent pas que de la France et rencontrent un grand succès. Dans cette vision large de la culture française, Lang s'oppose notamment à Philippe de Villiers, le monsieur culture de la droite qui en avait une vision davantage nationaliste dans la lignée de son Puy du Fou. C'est ainsi sous Jack Lang que se démocratise l'expression d'exception culturelle française. Cette expression, c'est l'idée que la création culturelle ne constitue pas un bien marchand comme un autre et doit être davantage protégée et valorisée par l'État français. L'un dans l'autre, cette exception culturelle s'inscrit dans une vision assez keynésienne et social-démocrate, un secteur public culturel très fort qui soutient les artistes, sans pour autant empêcher le développement d'un secteur privé. Le truc, c'est que justement, cette exception culturelle devient prégnante et se maintient en place malgré le contexte de l'époque, et je dirais même contre le contexte de l'époque. Un contexte de néolibéralisme alors en pleine ascension, ce qui implique un désengagement de l'État et une plus grande confiance au privé. Les succès politiques de Jack Lang le rendent très populaire et il est présent dans tous les gouvernements de gauche de François Mitterrand. C'est cependant en 1982 qu'une seconde tâche vient salir son image, l'affaire du Choral. L'affaire du Choral, c'est une affaire d'abus sexuels sur mineurs qui a éclaté en 1982. Le Choral était un lieu de vie éducatif fondé en 1970 et qui accueillait des personnes en difficulté, des adultes, mais aussi beaucoup d'enfants en situation de handicap. Et en 1982, des premières plaintes apparaissent dénonçant des pratiques pédophiles. Un indicateur du renseignement général accuse notamment Jack Lang, parmi d'autres, de s'être rendu dans ce lieu de vie pour y abuser sexuellement d'enfants atteints du syndrome de Down. L'écrivain Gabriel Matzneff est d'ailleurs lui aussi mis en cause. L'enquête révèle notamment, entre autres détails sordides, qu'un jeune homme qui avait été arrêté en 1977 pour le viol et le meurtre d'un autre pensionnaire est revenu vivre ensuite au Choral avec l'accord du directeur. Alors bon, Jack Lang est rapidement mis hors de cause et son principal accusateur a depuis avoué qu'il avait essayé de le faire chanter pour se faire de l'argent. Mais c'est tout de même la deuxième fois que le nom de Jack Lang est associé à une affaire de pédocriminalité. Jack Lang reste très populaire dans les années 80 et 90 et c'est pour cette raison qu'il est souvent appelé en renfort quand le gouvernement est en difficulté. Il est ainsi nommé ministre de l'Éducation nationale en 1990
1992, puis de nouveau en 2000, les deux fois dans des contextes très tendus où ses prédécesseurs n'avaient pas fait l'unanimité. Rappelle qu'en 2000, le prédécesseur de Jack Lang, c'est Claude Allègre, connu pour avoir bien crispé les relations avec les personnels de l'éducation nationale et qui est resté l'un des ministres de l'éducation nationale les plus haïs de la profession, jusqu'à l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, qui a bien évidemment fait péter tous les records. La suite de la carrière de Lang est plus discrète. Dans les années 2000, il reste député du Parti socialiste tout en se rapprochant de la droite et de Nicolas Sarkozy, qui le charge de plusieurs missions diplomatiques à Cuba et en Corée du Nord. En 2012, il est battu lors des élections législatives qui font suite à la victoire de François Hollande à l'élection présidentielle, se retire de la vie politique et prend la direction de l'Institut du monde arabe. En 2011, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale de Nicolas Sarkozy, déclare ça. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon. Les faits se seraient produits en 2001 ou en 2004 et auraient impliqué Jack Lang, qui serait l'ancien ministre cité par Luc Ferry. Alors l'affaire est classée sans suite, sans qu'on puisse savoir si Jack Lang était lié ou pas en réalité. Néanmoins, c'est la troisième fois que son nom est associé à une affaire de pédocriminalité. Parlons maintenant de la quatrième. Ah, bah quand même, hein. En 2020, juste après l'éclatement de l'affaire Epstein, dans laquelle on rappelle que l'homme d'affaires avait usé de ses liens et de son influence pour mettre en place un réseau pédocriminel, les liens entre Epstein et la famille Lang avaient déjà été évoqués, notamment parce qu'Epstein avait financé la production d'un film hagiographique sur Jack Lang, qui n'a finalement jamais été diffusé pour des raisons un peu évidentes. Les éléments sont toutefois limités et c'est cette année 2026, début février, après la publication massive par les États-Unis des fameux Epstein Files, que Mediapart, faisant son travail d'investigation, met au jour les liens très intenses entre Jeffrey Epstein et la famille Lang. Les nombreux échanges de mails y font non seulement état d'importants liens financiers entre Epstein et les Lang, particulièrement avec la fille de Jack Lang, Caroline, mais aussi des liens affectifs. Jeffrey Epstein et Jack Lang se connaissaient, les deux se voyaient, sachant que Caroline Lang était tout à fait au courant de la première condamnation d'Epstein pour pédocriminalité, et que de nouvelles accusations à son encontre étaient sorties entre-temps. Et bah c'est tout. Jack Lang a démissionné de l'Institut du monde arabe et lui et sa fille nient avoir eu connaissance des activités pédocriminelles d'Epstein. Alors est-ce qu'ils savaient ou pas? S'ils savaient, est-ce qu'ils se sont contentés de savoir ou davantage? Bah ça, on sait pas. Tout l'historique que je viens de vous faire témoigne surtout des liens étroits et parfois problématiques entre les élites politiques, culturelles et économiques. Jack Lang a surtout été connu comme ministre de la Culture et comme architecte du programme culturel de François Mitterrand et de sa réalisation. Jack Lang, par ailleurs, est réputé n'avoir jamais vraiment lâché le ministère de la Culture, l'ancienne titulaire du poste Rima Abdul-Malak ayant témoigné du fait qu'il était en contact quasi permanent avec elle pour se tenir au courant des dossiers. Une grande partie des infrastructures mises en place par Jack Lang sont encore celles qui font en partie tourner le monde de la culture française aujourd'hui. Et l'idée qu'il faut largement financer la culture par l'État en France ne s'est jamais démentie depuis, au point que même Emmanuel Macron n'est jamais vraiment parvenu à revenir dessus. Jack Lang était un fan du mélange des genres. Il avait à la fois de hautes responsabilités dans le secteur culturel et dans le secteur politique, et il était ainsi très proche des milieux économiques et d'affaires. C'était un bourgeois issu d'une famille aisée qui s'était construit un réseau et était très actif dans les milieux mondains. Et son implication récente dans l'affaire Epstein témoigne de ça. Après, concernant les accusations de pédocriminalité qu'il touche, c'est très difficile de savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'il a déjà soutenu publiquement la pédocriminalité à la fin des années 70, puis qu'il a été associé à 3 reprises, sans qu'aucun lien direct ne puisse jamais être établi, avec des affaires pédocriminelles. De là à penser que ces liens avec Epstein allaient au-delà de simples liens économiques et amicaux, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas à l'heure actuelle. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Média et pourquoi pas à nous soutenir financièrement. Vos dons sont la garantie de notre indépendance. À la prochaine!